Bonsoir, bonsoir. Merci d'être avec nous à la Fondation Jan Michalski pour la lecture et la littérature, l'écriture et la littérature, et la lecture, donc, puisqu'on est ici ce soir pour une lecture, puisqu'avec l'association Texte et Voix, nous avons comme projet depuis plus de 20 ans maintenant de partager par la lecture les textes qui nous sont chers, que nous avons envie de partager, que nous aimons, et aussi ceux, évidemment, qui sont appréciés et partagés par la Fondation Michalski, et c'est le cas de celui-ci, puisqu'il s'agit de ce livre « Douleur » de l'auteure israélienne Zerouia Chalev, qui a obtenu l'année dernière, en 2019, le prix de la Fondation Jan Michalski, prix qui est décerné annuellement, et donc le prix 2020 sera décerné cette année au mois de novembre. Donc Zerouia Chalev est une auteure israélienne qui a écrit une demi-douzaine de romans et dont les thématiques sont toujours un entremêlement de thématiques familiales, de l'histoire du couple et de l'histoire de la famille, et tout ça s'enracinant toujours vraiment dans la terre d'Israël, avec ce qu'elle a de particulier, une terre pleine évidemment de racines bibliques, mais aussi une terre de guerre. Et ce sont ces fils-là qui se croisent de manière différente et toujours renouvelée dans les romans de Zerouia Chalev, avec aussi une part importante au langage du corps. Le corps qui s'exprime par la parole, le corps qui s'exprime par les gestes de la tendresse, les gestes de l'amour, les gestes de la douleur aussi, et le corps qui parfois est le seul langage qui reste quand les mots sont plus en mesure de se parler ou de résoudre des conflits. Voilà. Alors ici, évidemment, c'est un roman magnifique et en une heure, on ne va pas pouvoir vous lire l'intégralité de ce roman, bien qu'on voudrait, mais bon, ce ne serait pas possible. En revanche, ce qu'on vous propose, c'est un parcours à l'intérieur du livre, donc un parcours qui commence avec le début du livre et qui nous permet d'entrer un petit peu dans l'histoire de cette héroïne qui va être confrontée à une résurgence soudaine et bouleversante de son passé, et puis un choix à faire entre ce passé qui revient et le présent qu'elle vit. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Nous avons choisi délibérément d'interrompre la lecture à un moment où les choses restent quand même assez ouvertes, parce que le projet de ce soir, c'est, pour ceux qui n'ont pas lu le livre de Zerouia Chalev, c'est évidemment de le découvrir dans son intégralité. Nous, on ouvre une porte, et quand je dis nous, c'est Texte et Voix, mais c'est ce soir avant tout Maud Dreyer. Maud Dreyer, que je vous présente, qui est avec nous et qui va donc vous lire ces larges fragments de Douleur de Zerouia Chalev. Bien entendu, l'auteur n'est pas avec nous, mais voilà, je pense que son livre nous permettra quand même d'entrer dans son univers. Je vous remercie en tout cas de votre présence et je cède la parole à Maud pour une lecture qui va durer environ 1 heure. Très bonne écoute, merci. Voilà qu'il revient. Et bien qu'elle l'ait attendu pendant des années, elle est étonnée. Il revient. À croire que jamais il ne l'a lâchée. À croire qu'elle n'a pas vécu un seul jour, un seul mois, une seule année sans lui. Pourtant, 10 ans exactement se sont écoulés. C'est Mickey qui lui a demandé « Tu te souviens quel jour on est aujourd'hui ?» comme s'il s'agissait d'une date anniversaire. Alors elle a fouillé dans sa mémoire. Ils se sont mariés en hiver, se sont rencontrés l'hiver précédent, les enfants sont nés en hiver, rien de remarquable ne s'est passé dans leur vie en été, malgré la longueur de cette saison qui, sous leur latitude, est certainement propice à tout un tas d'événements remarquables. Mais lorsqu'il a baissé les yeux vers ses hanches qui se sont pernicieusement épaissies depuis les faits, il est revenu d'un seul coup ce mal terrible et lancinant. Et elle s'est rappelée. Car elle n'a jamais oublié. Ce n'est donc pas une réminiscence, c'est une plongée au présent
ici et maintenant, dans la seconde même, incandescente, faille de plus en plus béante, tourbillon fantomatique de frayeur, en suspens dans ce silence d'une solennité exceptionnelle. Pas un oiseau ne pépit, pas un volatile ne vole, pas une vache ne mugit. Les anges interrompent leur louange, les vagues cessent leur va-et-vient, les créatures ne parlent pas. C'est le monde dans une immobilité totale. Ultérieurement, elle comprendrait qu'il y avait tout là-bas, sauf du silence. C'est pourtant la seule chose qui se soit gravée dans sa mémoire. Des anges muets qui s'approchent en silence, des membres arrachés qui se consument sans bruit, tandis que leurs propriétaires les regardent bouche scellée. Des blanches ambulances mythiques arrivent, puis une étroite civière ailée descend vers elle, elle est soulevée, déposée dessus, et c'est à cet instant, l'instant où elle est arrachée à l'asphalte brûlant, qu'elle le sent pour la première fois, ce mal abominable qui prend possession de son corps. Elle a accouché de 2 enfants, pourtant elle ne l'a pas reconnu quand il l'a frappé de toute sa puissance, lui a transpercé le nombril, scié et réduit les os en poudre, écrasé les muscles, arraché les tendons, piétiné les tissus, déchiré les nerfs. Ce mal qui tord tout un magma interne dont elle n'a jamais eu conscience de quoi est fait un être humain. Elle qui s'est uniquement intéressée à ce qui se trouvait au-dessus du cou, le crâne et le cerveau qu'il contient, la conscience et l'intelligence, le savoir, la mémoire, le discernement, le libre arbitre, l'identité. La voilà à présent dépourvue de tout, sauf de ce magma et de ce mal qui la déchire. « Et qu'est-ce qui t'arrive ?» a demandé Mickey avant d'ajouter penaud. « Oh, que je suis bête, je n'aurais jamais dû t'en parler. »« Une chaise » a-t-elle murmuré. Et aussitôt, il a obtempéré à apporter une chaise, mais s'y est assis, lui, de tout son poids, comme si c'était lui que la douleur avait attaqué par surprise à cet instant précis, comme si c'était lui qui s'était trouvé là-bas ce fameux matin, 10 ans plus tôt, jour pour jour, au moment où elle passait à côté du bus qui avait explosé, dont la déflagration l'avait éjecté hors de sa voiture et projeté sur l'asphalte. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu ce changement de dernière minute, c'est lui qui aurait été à sa place, lui qui aurait été propulsé dans l'air enflammé, tel un immense astéroïde, et se serait fracassé au milieu des corps calcinés. Et oui, pourquoi n'avait-il pas emmené les enfants à l'école ce matin-là, comme d'habitude ? Elle se souvient d'un coup de téléphone affolé du bureau, une panne informatique, tout le système qui avait planté. Dire qu'il avait insisté pour les conduire quand même. Mais Homer n'était pas encore habillé, il sautait en pyjama sur leur grand lit, alors elle avait préféré s'épargner les heurts et les remontrances. « Laisse, je vais les conduire », avait-elle proposé. Ce qui n'avait bien sûr évité ni la rituelle bagarre du matin, le garçon s'était enfermé dans les toilettes et refusait d'en sortir, ni les larmes d'Alma, qui serait en retard à cause de lui. Déjà épuisée, elle les avait déposés devant le portail de l'école. De là, elle avait accéléré pour remonter la rue bruyante, avait dépassé un bus, arrêté à sa station, et soudain, le pire bruit qu'elle ait jamais entendu avait frappé ses tympans, suivi d'un silence total. Assourdie non pas par la puissance de l'explosion, jaillissement quasi volcanique de matière inflammable, de vis, de clous, d'écrous mélangés à de la morora pour augmenter l'essaillement, mais assaillie par une autre voix, plus profonde, plus effroyable encore, celle des dizaines de passagers brutalement arrachés à la vie. Les sanglots des mères qui laissaient de petits orphelins, les cris des fillettes qui ne grandiraient pas, les pleurs des enfants qui ne rentreraient plus chez eux et des hommes qui se séparaient de leurs femmes. Elle a entendu la lamentation des membres déchiquetés, de la peau carbonisée,
des jambes qui ne marcheraient plus, des bras qui n'éteindraient plus, de la beauté enterrée sous les cendres. Et cette lamentation-là, voilà qu'elle l'entend de nouveau. Elle se bouche les oreilles et tombe lourdement sur les genoux de Mickey. « Oh Iris, je pensais qu'on en avait fini avec ce cauchemar. » Il la serre contre lui, mais elle se dégage et murmure, les lèvres crispées. « Bon, ce n'est rien, j'ai dû faire un faux mouvement, je vais prendre un cachet et aller travailler. » Sauf que ça recommence, comme à l'époque. Chaque geste se décompose en une dizaine de petits gestes, tous plus douloureux les uns que les autres, à tel point que malgré son souci de retenue permanent, souci qui lui a valu depuis toujours la réputation d'être une directrice d'école forte et autoritaire, elle lâche un gémissement. Soudain, derrière son dos, couvrant ce gémissement qui l'a surprise, éclate un rire violent, explosif. Il tourne la tête vers le bout du couloir, là où leur fils, grand et mince, debout sur le seuil de sa chambre, secoue les longues mèches qui lui couvrent le dessus du crâne et lance entre deux joyeux hennissements « Hé, qu'est-ce que vous faites, maman, papa, assis l'un sur l'autre? Vous avez l'intention de me fabriquer un petit frère ?» « C'est vraiment pas drôle, Homer, » grogne-t-elle, bien que le tableau qu'ils offrent à sa vue lui semble à elle aussi ridicule. « Ma blessure me fait de nouveau souffrir et j'ai été obligée de m'asseoir. Apporte-moi un cachet, ou plutôt deux, il y en a dans le tiroir de la cuisine. » Et elle s'empresse de les avaler, encore persuadée que par la seule force de sa volonté, elle arriverait à éradiquer cette douleur, que son mal disparaîtrait à tout jamais. Tout n'a-t-il pas été restauré, recollé, recousu, revissé au cours de 3 opérations différentes et de mois d'hospitalisation successives? 10 ans se sont écoulés. Elle s'est habituée à vivre avec des élancements au changement de saison ou après un effort. Jamais elle n'a récupéré l'aisance de ses mouvements d'avant sa blessure, mais elle était loin de s'attendre à un nouvel assaut de douleur, comme si, ce matin, tout recommençait à zéro. « Tu m'aides à me lever, Homer ?» demande-t-elle. Il s'approche, toujours un peu amusé, lui tend un bras ferme et délicat, et la voilà sur pied. Et bien qu'elle doive s'appuyer au mur, elle ne cédera pas. Elle sortira de chez elle, atteindra sa voiture, roulera jusqu'à l'école, dirigera les réunions avec efficacité, honorera ses rendez-vous, s'entretiendra avec de nouveaux professeurs, recevra l'inspectrice, restera pour vérifier comment se passe l'étude, répondra aux mails et aux messages qui se seront accumulés pendant la journée, et ce ne serait que sur le chemin du retour en fin d'après-midi, tout en conduisant les lèvres crispées de douleur, qu'elle repenserait à Mickey, resté assis sur la chaise de la cuisine à côté de la porte, la tête entre les mains, alors qu'elle sortait déjà, ou plus exactement, qu'elle fuyait, comme si elle lui laissait son mal. Oui, il était resté assis là-bas, comme si c'était lui qui avait eu le bassin fracturé ce matin-là, 10 ans auparavant, jour pour jour, comme si c'était lui dont la vie avait été brisée. Piégée entre les dizaines de voitures qui avancent au pas dans les bouchons de fin de journée, elle se souvient qu'il était arrivé tout essoufflé en salle de déchocage et s'était approché de son lit, visage lugubre et coupable. Il n'était pas le premier à son chevet, avait été précédé par des tas de gens beaucoup moins proches. Les derniers arrivés étant Homer, alors âgé de 7 ans, et Alma de 11, tous deux accompagnés de sa meilleure amie Daphna, qu'elle avait vue juste avant d'être emmenée au bloc. À ce moment-là, elle s'était rendue compte avec horreur qu'ils étaient les seuls qu'elle avait oublié d'avertir. Le seul endroit qu'elle avait oublié d'appeler, c'était l'école des enfants. Pour être vraiment sincère, toutes les heures écoulées
jusqu'à ce qu'elle les voie avancer main dans la main d'un pas hésitant vers son lit. Elle avait oublié leur existence, avait oublié que la femme qui venait d'exécuter un vol plané au-dessus de la rue en feu avant d'atterrir violemment sur la chaussée était mère d'un garçon et d'une fille. Tout ça, c'est à cause d'Omer. Entendait-elle encore Alma décréter ce jour-là avec calme, presque indifférence, comme si elle énonçait une évidence. S'il ne s'était pas caché dans les cabinets, on serait sorti plus tôt et tu n'aurais pas dépassé le bus au moment où il explosait. Ce à quoi Omer, hors de lui, avait aussitôt répliqué en hurlant et en donnant des coups de pied à sa sœur « C'est pas vrai, tout est de ta faute à toi, parce que tu as voulu que maman te fasse une tresse chinoise. » Mais lorsque Mickey s'était approché pour le ceinturer, c'est lui que le petit avait soudain désigné du doigt avant de déclarer avec la méfiance qui caractérisait toujours leur relation « C'est de ta faute, à toi. » Et peut-être avait-il continué longtemps à s'accuser comme s'il s'agissait d'un événement d'ordre privé et non d'une catastrophe nationale, programmée, exécutée par des terroristes qui ignoraient tout de leur petite famille. Elle n'en savait rien puisqu'on l'avait emmenée au bloc, où on l'avait opérée pendant des heures, puis encore une fois opérée, puis avait suivi les longs mois de rééducation, puis la convalescence qui avait abouti à sa promotion en guise de récompense. Mais voilà, tandis qu'elle se dirige vers son appartement d'un pas bancal, elle a l'impression de se réveiller seulement maintenant d'une opération qui aurait duré une décennie et de pouvoir enfin, avec la grande expérience qu'elle a acquise depuis, se poser la question lancée le jour de l'attentat par ses enfants et trancher une fois pour toutes. Qui est le coupable ? J'avais exactement l'âge qu'a Homer aujourd'hui. Ethan était un peu plus vieux, on n'arrêtait pas de parler et on riait bien peu. C'est vrai qu'à l'époque, il voyait sa mère s'éteindre à petit feu, une mère dont lui, le fils unique, s'occupait avec dévouement. Il restait pendant des heures à son chevet à l'hôpital, puis venait rejoindre Iris chez elle, grand, maigre, les yeux clairs brûlant d'une triste incompréhension. Alors elle le nourrissait, le consolait, le réconfortait en l'enveloppant de son amour. Mais à la fin des 7 jours de deuil qui avaient suivi la mort de sa mère, juste après le départ du dernier visiteur venu lui exprimer ses condoléances, il s'était empressé de lui annoncer froidement, comme s'il avait tout planifié depuis longtemps, qu'il avait l'intention de commencer une nouvelle vie. Une vie sans chagrin et qu'elle n'en faisait pas partie. « Ça n'a rien de personnel, Irissou », avait-il magnanimement ajouté. « C'est juste que j'en ai marre, c'est trop pesant. » Comme si le point insupportable, c'était elle. Elle qui n'avait cherché qu'à le soulager. « Et tu dois me comprendre, je n'ai même pas 18 ans, je veux vivre, je veux oublier ces horribles mois et tu en fais partie. » Elle avait été tellement choquée que des années plus tard, elle frissonnait encore à se souvenir. « Je ne peux pas y croire. Quoi, tu me punis parce que je suis restée avec toi, parce que je t'ai soutenue pendant tout ce temps ? Ce n'est pas une punition, Rissou, c'est une nécessité. Si je t'avais rencontré maintenant, ça aurait été différent. Je serais tombée amoureux de toi, c'est sûr, on se serait mis ensemble, mais on s'est rencontrés trop tôt. Peut-être aurons-nous une deuxième chance plus tard, qui sait ? Maintenant, je dois sauver ma peau. » En me quittant. Et qu'est-ce que je t'ai fait ? Il lui avait pris la main. Un instant, on aurait pu croire qu'il compatissait, qu'il était prêt à pleurer avec elle cette nécessité. Mais il avait rapidement remis main et compassion dans sa poche, et ça,
elle ne le lui avait jamais pardonné. Aujourd'hui encore, elle lui en voulait à Ethan Rosenfeld, son premier amour, et d'une certaine manière son dernier, car elle n'avait jamais plus retrouvé cette évidence totale et absolue, impossible à remettre en cause. Et autre chose qu'elle ne lui avait pas pardonné, ne jamais les avoir regrettés, elle, leur amour et cette séparation cruelle. Parce que, même si cet arrachement lui paraissait à lui indispensable, il aurait dû le vivre à ses côtés, ne pas l'abandonner ainsi, seule avec le verdict qui lui avait asséné, seule alors qu'elle avait perdu le goût de vivre, l'unique but de son existence, l'espoir, la confiance, la jeunesse, alors qu'elle portait un deuil aussi grave pour elle que pour lui, la perte de sa mère. D'ailleurs, elle s'en était très difficilement remise. Lui, il était le seul enfant d'une mère qu'il élevait seule et n'avait qu'un seul sein. Il était petit lorsqu'elle était tombée malade et avait été opérée. Iris n'a pas oublié l'étonnement qu'elle avait lu dans ses yeux lorsqu'il l'avait déshabillée pour la première fois et découvert l'exacte symétrie de son buste. Elle se souvient aussi qu'en s'asseyant à côté de lui, les fois où elle le rejoignait à l'hôpital, elle louchait discrètement vers le décolleté du haut de pyjama usé de la malade. Le cratère irrégulier qui se révélait lorsque celle-ci se penchait en avant ne ressemblait à rien de ce qu'elle connaissait, de même que son grand crâne lunaire qui dodelinait au bout d'un cou très mince. Elle aimait le retrouver là-bas, caresser sa main libre, tandis que de l'autre, il tenait la main de sa mère. Comment aurait-elle pu penser que ce serait justement ce dévouement qu'elle leur offrait, à lui et à sa détresse, qui causerait ensuite son bannissement? D'où l'enseignement tiré à ses dépens. Le rejet excessif était l'autre face de l'engagement excessif. Un des premiers jours de l'été, elle était arrivée à l'hôpital après le lycée, comme d'habitude, avec dans son sac une pomme acide et une brique de cacao pour lui. Elle avait aperçu par-delà le rideau du box le crâne chauve qui oscillait de droite à gauche dans une sorte de refus agressif qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ethan, blême, l'avait repoussé en disant « Reviens plus tard, Irissou, ce n'est pas le moment ». Et elle avait reculé, glacée, jusqu'au bout du couloir, sachant que jamais plus elle ne reviendrait en ces lieux, mais incapable de partir. Tout à coup, 2 infirmières s'étaient précipitées dans la chambre d'où avait jailli un cri terrible, animal. Comment croire qu'il sortait de la gorge de la plus délicate des femmes? Iris s'était alors éloignée d'un pas mal assuré, s'était assise sur un banc dans le hall d'entrée, cette zone tampon qui sépare le pays des malades de celui des bien portants. À petites bouchées, elle avait mangé la pomme qu'elle lui destinait. La nuit était tombée. Ethan était apparu les épaules basses, guère surpris de la trouver là. Ils avaient marché lentement, comme ils marcheraient le lendemain, derrière le corps enveloppé d'un linceul blanc, à croire qu'ils étaient tous les deux devenus orphelins. Elle avait ainsi marché à ses côtés durant les 7 jours de deuil traditionnel. Fidèle épouse de 17 ans, qui avait accueilli les visiteurs. Pendant la nuit, elle lui caressait le dos jusqu'à ce qu'il s'endorme. Au matin, elle se levait la première et préparait l'appartement pour une nouvelle journée de condoléances. À vrai dire, c'était ainsi qu'elle voyait leur avenir. Éternelle veillée mortuaire dans l'agitation apaisante, douloureuse, mais parfois heureuse du deuil qui les fondait l'un dans l'autre. Ensemble, ils allaient éclore tels 2 pousses plantés dans un même pot sur une même couche. Ce fut sa 2e naissance et son 2e deuil. Elle était donc sa mère, sa sœur, sa femme, la mère de ses enfants. Elle brûlait dans son jeune corps du désir de lui donner une fille
qui porterait le prénom maternel. Et la nuit, quand il sanglotait en dormant, elle sentait le crâne chauve qui émergerait d'entre ses cuisses. Elle seule pourrait ramener la mère à la vie dans sa singularité. Elle seule pourrait le consoler, lui. Mais lorsque les 7 jours de deuil s'étaient achevés, elle s'était retrouvée non seulement orpheline, non seulement veuve, mais aussi dépouillée de ses rêves. Elle avait rassemblé toutes ses affaires dans 2 grands sacs poubelles et avait marché raide et très droite jusqu'à la station toute proche. Sans se retourner, elle avait pris le bus dans le bon sens, était descendue au bon arrêt. Arrivée chez elle, elle s'était mise au lit, sans se dévêtir, avec ses 2 grands sacs poubelles. Elle était restée allongée ainsi, yeux secs, grands ouverts, jusqu'à ce que sa mère rentre. Elle n'avait pas répondu à ses questions parce qu'elle ne les avait pas entendues, n'avait pas obéi à ses injonctions de se lever, de se doucher, ni même de venir manger. Yeux secs, corps figé, qui avait gardé la même position pendant des jours et des jours. À une époque, avait-elle raconté à Mickey, je me suis retrouvée paralysée de chagrin. Ça a duré quelques semaines, mais maintenant je vais bien et ça ne se reproduira plus. À l'adolescence de sa propre fille, elle avait suivi avec appréhension ses aventures amoureuses, craignant une déception similaire. Mais Alma s'était jusqu'à présent satisfaite de relations brèves et superficielles. De toute façon, sa fille n'était pas du genre à s'épancher. Quant à son fils, cette menace-là ne va apparemment pas se concrétiser dans un avenir proche. « 10 jours qu'elle n'est pas sortie. 10 jours qu'elle n'a pas visité son domaine, ni vu ses petits sujets dociles, ses élèves. Et c'est sans doute parce que son appartement ne peut plus contenir tant de douleurs qu'elle se retrouve à l'hôpital, arpentant les couloirs familiers à vomir qu'elle espérait ne pas revoir pendant des années, ou mieux, jamais. Elle pose la tête sur l'épaule de Mickey, contente qu'il soit à ses côtés en ces lieux qui balaient d'un revers de main toute trace d'identité, tout ce que la douleur n'a pas réussi à effacer. Car qu'est-ce qu'elle est à présent? Sinon une femme qui a mal. Et c'est pour ça qu'elle est là. Et qu'elle attend d'entrer dans le cabinet du chef de clinique. Heureusement que son mari l'accompagne. Il pourra témoigner qu'elle a autre chose dans la vie que cette souffrance, du moins en apparence. C'est pourquoi elle s'appuie ostensiblement sur son bras et le laisse répondre à sa place aux premières questions, les plus simples, posées par un médecin qui n'a pas du tout l'air d'un chef de clinique. Pas même d'un interne. On dirait un gamin. Mickey s'est certainement précipité sur le premier rendez-vous qu'on lui a proposé, à moins qu'il ait choisi, comme à son habitude, la solution la plus économique. Dites-moi où vous avez mal quand je presse et essayez de quantifier votre douleur de 1 à 10. Son contact la brûle comme s'il avait des flammes au bout des doigts. Et elle lâche un cri. Est-ce à cause de cette réaction ? Ou a-t-il de toute façon besoin de l'aide d'un adulte ? Quoi qu'il en soit, à la fin de cette toute première auscultation, et alors qu'elle est encore allongée, le bassin dénudé, il leur expliquera qu'il voudrait l'avis du chef de service. Aussitôt, il pressera une des touches numérotées du vieux téléphone posé sur le bureau. « Docteur Rosen, seriez-vous disponible par hasard ?» Un instant plus tard, la porte s'ouvrira et dans la pièce entrera un homme de grande taille, un peu voûté, en blouse blanche, à la barbe et aux cheveux poivre et sel. Il lui lancera à peine un regard, ce chef de service, n'examinera avec attention que ses radios projetées sur un petit écran et se contentera d'écouter le jeune médecin lui retracer en détail tout ce qu'elle a enduré, comme s'ils étaient de vieilles connaissances, lui décrire la blessure complexe, les opérations subies, les éclats restés dans son corps,
les douleurs du bassin qui se diffusent dans la jambe et avait recommencé subitement. Est-ce pour cela qu'il ne la reconnaîtra pas? Mais comment pourrait-il la reconnaître? Elle avait 17 ans la dernière fois qu'ils s'étaient vus. 45 aujourd'hui. Presque 30 ans s'étaient écoulés. Et si avant sa blessure, elle gardait encore son allure d'adolescente avec de longs cheveux et une silhouette menue malgré les accouchements, après avoir été si durement éprouvée, elle avait donné à cette chevelure qui avait failli prendre feu une coupe banale et assez courte. Quant à son corps, qu'elle sollicitait nettement moins, il s'était malheureusement épaissi et elle n'avait pas le temps d'en prendre soin. Le médecin-chef avait donc présentement sous les yeux une femme plus très jeune, aux cheveux négligés, grisonnants, au lourd bassin dénudé, couvert de cicatrices. Reconnaîtrait-il le trio astral formé par son nombril et les 2 grains de beauté sur le côté gauche de son ventre? Le soleil, la lune et la terre les avait-il surnommés? Et c'était peut-être le seul détail de sa physionomie qui ne s'était pas altéré au cours de toutes ces années. Mais d'ailleurs, lui aussi avait extrêmement changé. À dire vrai, elle ne l'avait pas reconnu sous sa parure pileuse, pas même ses yeux bleus que le contraste avec la blancheur des joues assombrissait. C'est juste que, soudain, elle avait été saisie d'un tremblement incontrôlable. Mickey s'en était rendu compte, il lui avait demandé si elle avait froid, il l'avait aussitôt couverte d'un drap au logo de l'hôpital public, comme s'il cherchait à masquer le soleil, la lune et la terre. Et pourquoi n'était-elle pas venue sans Mickey? Comment pourrait-elle, en présence de son mari, révéler son identité à celui qui n'était autre que son grand amour de jeunesse? Peut-être était-ce préférable ainsi, oui. Peut-être qu'il valait mieux recouvrir les signes distinctifs et éviter que leurs yeux ne se croisent. Aucune chance qu'ils la reconnaissent. Elle a changé de nom et d'aspect. De toute façon, comme les grands pontes, il ne s'intéresse qu'à ses radios, pas à sa personne. Et si elle ne se présente pas, il ne la reconnaîtra pas. Et elle ne se présentera pas parce que Mickey est à côté d'elle et aussi parce qu'elle n'est pas prête pour une telle rencontre. Alors elle le regarde à la dérobée, tire le drap sous ses yeux. Peut-être que ce n'est pas du tout lui. Peut-être qu'il ressemble juste à Ethan, c'est-à-dire à la manière dont Ethan aurait pu vieillir. Il a l'air plus vieux que l'âge qu'il est censé avoir. Non, c'est pas du tout lui. Peu probable qu'Ethan soit devenu médecin. Il s'intéressait comme elle à la littérature bien plus qu'à la science, et contrairement à elle, il n'était pas bon élève. Si! Elle sent que son corps s'entête à crier que c'est bien lui. Elle l'observe en retenant son souffle. Il s'adresse au jeune médecin comme s'il était le patient et pas elle. Explique qu'à son avis, il s'agit d'une douleur neuropathique liée à une altération du nerf causée par la blessure, ce qui expliquerait pourquoi le système nerveux envoie au cerveau un signal de douleur sans aucune lésion réelle ni atteinte au niveau des tissus. Qu'elle allait faire une échographie du bassin, dit-il, même si je pense qu'ils ne trouveront rien. En attendant, tu lui prescris le traitement de base et tu lui fixes un rendez-vous pour dans 1 mois. Ce genre de douleurs peuvent parfois se réveiller avec du retard. Espérons qu'elles passeront aussi vite qu'elles sont apparues. Sur ces mots, le spécialiste sort sans lui jeter un seul regard, ne laissant dans la pièce que son diagnostic. Cette brève rencontre muette aura suffi pour que sa vie lui apparaisse tel un corps usé, balafré, inutile. Elle ne s'en est pas sortie et ne s'en sortira jamais. Elle fait juste semblant depuis presque 30 ans. N'est-il pas temps de cesser? Elle l'a revu aujourd'hui et en a été aussi ébranlée que si elle avait vu le terroriste responsable de l'explosion du bus. N'est-ce pas le genre de choc qui ne débouche que sur 2 possibilités? Mordre dans la vie à pleines dents, y planter ses ongles,
ou au contraire, baisser les bras. Il n'y a pas de demi-mesure. Mais avait-il cherché, ne serait-ce qu'à la revoir? Mais avait-il jamais essayé de la retrouver? Aujourd'hui, on y arrive facilement, mais pas 20 ou 30 ans auparavant. Pourtant, s'il avait vraiment voulu, il aurait pu. Sans doute a-t-il épousé une femme rencontrée plus tard, une amoureuse qui ne lui rappelait pas l'adolescent malheureux qu'il avait été, une amoureuse avec laquelle il avait pu retourner dans le monde des malades, non en tant qu'orphelin impuissant, mais en homme capable d'intervenir, achevant ainsi peut-être un processus de réparation. Tandis qu'elle avait-elle eu la possibilité d'en tirer quelque chose de bien, de transformer la faiblesse en force, le désespoir en exploit? S'en était-elle donné la possibilité? Apparemment, oui. Exclu. Décide-t-elle de nouveau le lendemain et le surlendemain? Exclu qu'elle essaie de le revoir, exclu qu'elle lui révèle son identité. Au lieu de s'attarder sur les restes de sa propre jeunesse, elle ferait mieux de s'occuper de celle de sa fille. Et soudain, elle se demande si c'est à cause de la jeunesse dont elle a été privée, elle, qu'elle a inconsciemment choisi le prénom de son aîné. Le mot « Alma » en hébreu ne signifie-t-il pas « jeune fille » ? Peut-être a-t-elle ainsi voulu lui assurer une jeunesse éternelle. Assise à son bureau, les yeux fixés sur les dessins de ses élèves accrochés au mur, elle pense que non seulement elle, Iris, n'a pas eu de jeunesse, mais pas d'enfance non plus. Confrontée aux lourdes responsabilités qui lui étaient tombées dessus en une nuit. Oui, la mort de son père l'avait directement projetée du premier âge à l'âge adulte. Est-ce pour ça qu'elle se sent si vieille parfois? Elle qui est devenue une grande personne à 4 ans? Bon, peu importe maintenant. Aujourd'hui, elle va rentrer tôt parce qu'Alma a enfin promis de venir, et bien que rien ne soit moins sûr, elle ferait comme si cette visite était certaine, elle préparerait pour sa fille le gâteau au biscuit qu'elle aime tant, alternant sucré de couches de crème à la vanille et de crème au chocolat. Il fut un temps où tous les vendredis, elle la préparait ensemble. Le minois de la fillette se couvrait alors de taches du menton jusqu'au front, joie qui, après la naissance d'Homère, était devenue rare et principalement réservée aux anniversaires. Quelle avait été pénible l'enfance d'Homère, comme si dès l'instant où il était venu au monde, il avait décidé de tout bouleverser, les nuits et les jours, et même un petit rituel domestique aussi simple que la préparation d'un gâteau hebdomadaire se heurtait à un nombre incalculable d'obstacles. Elle se souvient qu'une fois, elle s'était crue maligne et avait fait venir une baby-sitter pour emmener le garçon au parc pendant qu'elle préparait à deux le gâteau d'anniversaire pour les 8 ans de sa fille. À son retour, il avait tout de suite découvert la tromperie. Une expression d'amoureux trahi et suspicieux s'était peinte sur son visage et il avait profité d'un instant d'inattention pour de rage jeter le gâteau à terre. Alerté par le bruit du moule qui explosait et projetait partout sa délicieuse bouillie, elle avait regardé son petit bonhomme de fils avec un effroi où se mêlait presque de l'admiration. Donc, voilà, tu es vraiment capable de tout. C'est bien ce que je pensais, c'est bien ce que je craignais. Ce jour-là, devant Alma qui pleurait à fendre l'âme, elle avait compris qu'il fallait se préparer à vivre de sombres moments et que le prix serait sans doute payé par la fillette dont le gâteau d'anniversaire venait d'être méchamment gâché. Cela dit, après cette douloureuse prise de conscience, Iris avait décidé de relever le défi. N'avait-elle pas choisi de travailler dans l'enseignement? Si elle y arrivait avec ce gamin qui était le sien, elle y arriverait avec tous ceux qui lui ressemblaient, tous les cas difficiles, éparpillés à travers la ville et qui inspiraient à tant de parents, d'éducateurs, de professeurs, un sentiment d'impuissance et de frustration.
Elle avait plutôt bien réussi. Au bout de quelques années d'efforts constants, son fils était devenu plus gentil, plus obéissant. L'indomptable s'était métamorphosé en gamin comme les autres, même s'il restait encore un peu agité et exalté. Mais pendant tout ce temps, Alma avait été négligée. Et il est clair qu'aucun gâteau ne lui revaudrait celui qui avait été rageusement détruit, pas plus celui qu'elle avait préparé en hâte la nuit suivante que celui d'aujourd'hui. Pourtant, Iris presse le pas vers l'épicerie où elle rassemble les ingrédients dans une espèce de joie émue. Cette fois, se promet-elle, les retrouvailles familiales se passeront bien. Mais les biscuits achetés dans l'euphorie ramolliront, oubliés dans le récipient parce que le grincement de l'ascenseur la surprendra en train de les imbiber de lait et de les disposer dans le moule. Elle se retournera avec un sourire ravi, mais la personne qui apparaîtra sera si différente de sa fille qu'elle aura du mal à la reconnaître. Un instant, elle aura même l'impression de voir un garçon débarquer, tant les cheveux ont été coupés courts. De plus, Alma ne s'est pas contentée de se séparer de sa somptueuse crinière au burn, elle a teint ce qui restait sur son crâne en noir, un noir corbeau particulièrement agressif qui souligne disgracieusement les traits hérités de sa grand-mère paternelle et confère à son visage une expression totalement nouvelle. Aussi ébahie qu'inquiète à la vue de ce changement, Iris renoncera aussitôt à sa ridicule tentative pâtissière. « Alma, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demande-t-elle en essuyant ses mains poisseuses sur un torchon. Mais aussitôt, elle se précipite vers sa fille comme si celle-ci allait s'effondrer et qu'il fallait la rattraper. Bien sûr, ce n'est pas la bonne question, puisque la réponse prévisible ne tarde pas, prononcée sur la défensive et d'un ton froid. « Et qu'est-ce qui t'arrive, ma mouche ? Ne me regarde pas comme si tu voyais un fantôme. Je n'ai fait que me couper les cheveux. » « Non, ce n'est pas que la coiffure, c'est la couleur. Ça te change complètement. Tu ressembles tellement à ta grand-mère Anna. » Essaie-t-elle de rectifier, saisissant tout de suite, rien qu'au ton employé, qu'Alma regrette déjà d'avoir fait le déplacement. Lorsqu'elle la serre dans ses bras, elle sent la crispation de ce corps si menu, à croire qu'une tension nouvelle s'est ajoutée à sa maigreur habituelle. Que cachent ses muscles et ses tendons ? Qu'est-il en train de vivre, ce corps qui a grandi dans son ventre et sorti de sa chair, ce corps qui maintenant s'écarte vivement d'elle? A-t-il peur que dans cette étreinte, elle découvre son secret ? La seule chose qu'elle ressent, c'est l'urgence de retourner là-bas, là où elle a retrouvé Ethan. Une urgence familière, car remontée de sa jeunesse. Elle se souvient de ces longues semaines passées dans son lit d'adolescente, sans pleurer, sans bouger, sans sentir ni la faim ni la soif, prostrée dans sa petite chambre obscure. Si elle ne pouvait plus voir Ethan, elle ne voulait plus rien voir. Si elle ne pouvait plus parler avec Ethan, elle ne voulait plus rien dire. Si elle ne pouvait plus entendre sa voix, elle ne voulait plus rien entendre. Parfois, elle croyait qu'il l'appelait, qu'il lui revenait. Mais ce n'était de toute façon plus lui, car le garçon qui avait été capable de la quitter aussi brutalement n'était pas l'Ethan qu'elle connaissait et qu'elle avait perdu à tout jamais. Ne lui restait donc qu'à se coucher sur le dos, à rétrécir de plus en plus, avalée par le matelas, avalée par le lit, avalée par le sol, avalée par la terre. Le plus important étant de ne rien faire. C'est là que tôt ou tard elle arriverait. Il ne faut que de la patience pour disparaître totalement. Aujourd'hui, elle ignore précisément comment elle s'en est sortie.
Dans la perfusion qu'on lui avait posée alors qu'elle était déjà trop faible pour résister, le médecin avait sans doute mis quelques gouttes d'un élixir de vie qui avait finalement réussi à la tirer des abysses de son chagrin et à lui procurer, fût-ce artificiellement, le minimum nécessaire à sa guérison. Sauf que dans ce monde-là, il n'y avait plus d'Ethan Rosenfeld. Si bien que pour elle, il ne s'agissait pas d'un retour au monde, mais de la découverte d'une réalité neuve, assez terne à vrai dire, qui la laissait presque indifférente. Seule une énergie basique l'avait poussée chaque jour à remplir ses obligations, puis à s'en acquitter avec excellence, jusqu'à ce que patiemment, cette énergie s'étoffe de nouveaux contenus et que son univers se repeuple. Mais à présent, toute cette reconstruction lui paraît n'être qu'une vaste illusion. C'est pourquoi elle avance le long des couloirs en serrant les mâchoires comme si elle traversait des fleuves déchaînés. Elle escalade des volets de marche, son cœur bat la chamade. Elle marche vite malgré la douleur, surtout ne pas être en retard. Elle jette de temps à autre un coup d'œil sur sa montre comme si elle avait un rendez-vous. Bientôt midi, regarde-t-il lui aussi sa montre en se demandant quand elle viendrait ? Mais que fait-elle ? Là, en nage, elle est obligée de faire demi-tour. Enfin, une flèche lui indique de continuer tout droit, alors elle continue tout droit. De tourner, alors elle tourne. Ça y est, c'est là, elle la rejoint, essoufflée, en sueur, hors d'elle. Mais que faire ? N'est-ce pas dans cet état que l'on arrive à un rendez-vous avec son passé ? La porte du cabinet est fermée. Il y a beaucoup de malades devant. De nombreuses personnes attendent l'aide du médecin. Comment briser cette barrière de douleur ? Comment d'ailleurs pénétrer dans le cabinet ? Aucun des patients assis là ne lui cédera une si désirable consultation. Et si elle tentait de se faufiler en vitesse, dès que quelqu'un sortirait, juste le temps de lui dire qu'elle était là, ou plutôt de lui dire qui elle est ? Inenvisageable. Tout le monde lui sauterait dessus, les gens qui souffrent ne sont pas très patients. Alors elle examine les premières personnes de la file. Une jeune fille rondouillarde est assise tout près de la porte. Elle a une abondante chevelure brune et frisée et les yeux braqués sur une tablette qu'elle effleure du bout des doigts. Iris se penche vers elle et chuchote comme si elle ourdissait quelque complot contre tous les autres. « C'est vous la suivante ? Accepteriez-vous de me laisser entrer avec vous ? Je ne resterai qu'un court instant. Je n'ai qu'un mot à lui dire. Après, je ressors. Il s'agit de quelque chose de très grave. Vous voulez bien ? » Un instant plus tard, elle oubliera toutes ses cogitations parce que la porte s'ouvrira. Une petite vieille aux cheveux blancs en sortira les mains si pleines de papier que l'un d'eux tombera sur le seuil. Iris se penchera pour le ramasser et au moment où elle se redressera, elle le verra debout devant elle, la fixant d'un regard en point d'interrogation, tandis qu'entre ses deux yeux, sa ride se creusera de plus en plus. Lentement, elle s'approchera d'un pas, peut-être de deux, cela durera très longtemps, parce qu'elle ne sait plus marcher. Elle vient aujourd'hui même de se relever de son lit d'immobilité. C'est sa première fois, elle doit tout réapprendre. Elle tendra les bras vers lui et, frissonnante, s'accrochera à son cou malgré la porte restée ouverte, malgré la jeune patiente qui a bondi, prête à défendre jalousement son tour. Quelle surprise de constater qu'il lui répond aussitôt. La plaque contre lui. « C'est bien toi, n'est-ce pas ?» chuchote-t-elle, parce que dans cette étreinte, elle ne voit pas son visage. Il ne confirme ni n'infirme. « Attends-moi. » C'est la seule chose qu'il dit, avant de la raccompagner à la porte. Elle s'assied comme dans un rêve sur la chaise tout juste libérée par la brunette. Les heures suivantes, elle recommencerait encore et encore. Elle remarcherait vers lui, lentement. Elle retendrait les bras vers son cou. Elle lui redemanderait « C'est bien toi, n'est-ce pas ?» Seul le dénouement changerait parfois. A-t-il dit « Attends-moi » ou au contraire « Ne m'attends pas » L'a-t-il accompagné ou expulsé, comme à l'époque « J'en ai marre, c'est trop pesant, je veux vivre »
Tout ce temps, Iris ne bouge ni les bras ni les jambes et n'ouvre son sac malgré les protestations émises de temps en temps par son portable. Elle l'attend, comme il le lui a ou non demandé, peu importe. Elle l'attend. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas lui qu'elle attend, mais leur passé commun. Car elle sent qu'aucun des actes qu'elle a accomplis depuis leur histoire, aucune expérience vécue, aucun sentiment éprouvé n'a été à la hauteur de ce passé-là. Comment a-t-elle eu la naïveté de croire qu'elle bâtirait une ossature solide sans son élément central, qui se trouve présentement assis derrière la porte fermée? Alors elle garde les yeux braqués dessus, sans oser relâcher l'attention. Elle a trop peur de rater une nouvelle occasion de le voir, d'entendre sa voix, ne serait-ce que fugitivement. Et jusqu'à quand attendre? Au moins 10 malades sont sortis du cabinet depuis qu'elle est là. Combien d'entre eux arrivera-t-il à soulager et pour combien de temps? Personne ne repart les mains vides. Ils reçoivent tous des ordonnances sur papier blanc, tous paraissent plus détendus et le gratifient en partant d'un sourire reconnaissant. Ressortira-t-elle elle aussi en souriant? Recevra-t-elle elle aussi des ordonnances sur feuille blanche? Elle se surprend à sourire parce qu'elle se revoit, assise avec lui sur son lit, cerné de feuilles blanches, en train de l'aider à réviser. Elle avait 1 an de moins, elle n'était qu'en première, mais réussissait à le faire travailler même sur des sujets qu'elle n'avait pas encore étudiés, grâce à la patience de son amour total. Il avait du mal à l'écouter, manquait d'attention. Comment donc a-t-il réussi des études de médecine, lui qui n'aurait jamais décroché son bac sans elle? Autant elle avait des facilités scolaires, autant il n'arrivait pas à se concentrer, le temps lui manquait toujours pendant les contrôles. Elle avait pris tellement de plaisir à l'aider scolairement que c'était peut-être ces moments d'enseignement, de transmission des savoirs dans la joie et dans l'amour qui l'avaient inspirée lorsqu'une fois sortie de sa dépression, elle avait dû se choisir une vie, une voie. Pendant son service militaire, elle était devenue soldate enseignante, puis avait étudié les sciences de l'éducation. Dire que lui, son tout premier élève, ce gosse lent et bouché, avait miraculeusement réussi sa médecine sans qu'elle l'ait aidé, sans même qu'elle n'en ait rien su. La porte s'ouvre. En sort un gamin à béquilles qui boite légèrement. Le suivant va bientôt entrer. Mais un autre homme émerge du cabinet et referme la porte derrière lui sans que personne ne le remplace. Débarrassé de sa blouse blanche, il ressemble à un patient, mince, un peu voûté, le visage fatigué, la chemise fripée, un patient qui sort du cabinet les mains vides et le cœur gros, parce qu'il ne sourit pas. Mais il lui dit juste « Viens ». Avec ses longues foulées, il marchait toujours plus vite qu'elle. Maintenant aussi, elle court, presque derrière lui dans les couloirs de l'hôpital. Au moment où il l'a extraite, elle et personne d'autre, de cette rangée humaine rassemblée près de sa porte, elle n'a ressenti qu'une vive exaltation. Mais le suivre à présent dans les escaliers qu'il dévale au pas de course, un étage après l'autre, comme s'il la fuyait, la met mal à l'aise. Il débouche dans le service glacial de chirurgie qu'elle reconnaît. Là, il se retourne pour la première fois, s'assure qu'elle est bien derrière lui et indique de la main une des salles d'attente. Pas de fenêtre dans cette pièce. Personne ne pourra les surprendre. Personne ne pourra voir qu'il se jette à son cou, la serre dans ses bras. « Irissou !» chuchote-t-il. « Irissou !» Des mains, il lui caresse les cheveux, lui palpe le visage en aveugle. Contact à la fois étrange et familier. Elle aussi ferme les yeux, se plaque contre lui. C'est bien Ethan, et ses mains s'en souviennent. C'est bien elle, et son corps le sait. Ce sont bien eux, et leur amour amputé qui, hors de l'espace et du temps, est resté éternel, palpitant depuis presque toujours. Jusqu'à ce qu'il s'écarte un peu, la pousse vers un fauteuil inconfortable, place en face d'elle un autre fauteuil de sorte que leurs genoux se touchent, s'y installent
et les yeux dans les yeux qui lui disent d'une voix douce « Tu m'as retrouvée, Irissou. Je me sens comme un coupable qui vient de se faire attraper. Ne t'inquiète pas, je te relâche tout de suite, se hâte-t-elle de répondre. Non, ne me relâche pas. Je suis content que tu m'aies attrapé. Ça fait des années que je veux te demander pardon. Je dois retourner à ma consultation. On m'attend, dit-il après avoir jeté un coup d'œil sur le portable vibrant qu'il sort de sa poche. Une fois debout, il la tire de nouveau contre lui. Elle lève le menton et leurs lèvres se rencontrent, tremblantes, haletantes, comme si jamais elles n'avaient été embrassées. Elle ne sent pas le contact des poils de barbe, mais celui des joues glabres de l'adolescent qu'il était. Et même si à l'époque il avait une bouche plus charnue, elle dégageait déjà cette odeur d'hôpital et de médicaments. Merci de m'avoir pardonné. Il parle d'une voix rauque, lui souffle ces mots à l'oreille comme si tel était le but de leur rencontre. Irissou, je dois vraiment y aller. Il la lâche avec une soudaineté abrupte, franchit le seuil de la porte. « Ethan, attends un instant » lance-t-elle. Il s'arrête, mais dans le couloir, un jeune médecin en tenue bleue de chirurgien l'interpelle. Elle le regarde. Ça y est, il n'a plus le même visage, a retrouvé son expression sévère et distante. Et quand il se tourne vers elle, elle dit juste « Ethan ». En fait, elle est capable de répéter « Ethan », ce prénom du matin au soir, pendant des jours et des jours, jusqu'à ce qu'ils se revoient. Et c'est ce qu'elle s'entend lui demander. « Ethan, quand est-ce qu'on se revoit ?»« Quand tu voudras », répond-il, comme s'il n'y avait rien de plus simple. Elle en reste stupéfaite. Comment expliquer que ce qui était de l'ordre du souvenir, ce chapitre de sa vie hors de portée, presque interdit même à la pensée, obscur, effrayant, malsain, se soit soudain rouvert et le voilà inondé de soleil, rafraîchissant et accueillant, une salle de torture métamorphosée en maison de repos. Il tire de sa poche une petite carte de visite, la lui tend et lui dit « Appelle-moi ». Et déjà, son dos disparaît en haut de la volée de marche. Elle retourne sur ses pas, retrouve les deux fauteuils face à face qui se désirent, et elle, frémissante d'émotion, passe la main sur ses lèvres qui ont été embrassées, sur le visage qui a été caressé, se rassied à la même place, pose les pieds sur l'autre siège, ferme ses yeux. Le visage de l'adolescent qu'il était se fait de plus en plus proche, bouche entr'ouverte, cils drus ombrageant les yeux. Si elle rouvrait les yeux, elle verrait la cime du mûrier au-dessus d'eux. Ils étaient descendus dans le vallon derrière l'immeuble d'Ethan jusqu'à la source protégée par l'arbre. C'était la plus belle journée de l'année, la plus dorée, celle qui se glisse dans l'étroite fente d'après la froidure et d'avant la chaleur. La floraison de la fin de l'hiver était à son apogée, l'air gorgé de miel. Peut-être que cela fut le seul jour où il s'était vraiment autorisé à se comporter en amoureux, sans rien chercher d'autre. Et ce fut aussi, Iris doit se l'avouer, le jour le plus heureux de sa vie, plus heureux que celui de son mariage ou de la naissance de ses enfants. Le contact du sol chaud sous son dos, le bel adolescent qui lui caressait les seins au bout desquels se dressaient des mamelons tout roses, elle qui s'accrochait à lui dans cet antique paysage en terrasse, forte de la certitude que rien, jamais, ne les séparerait. Mais la climatisation est de plus en plus froide et elle se ressaisit. Non seulement 30 ans ont passé, mais aussi les courts moments de leur brève retrouvaille qu'elle veut revivre ne font plus partie du présent. Et quelles ont été exactement les paroles prononcées? Et qu'en déduire? Que sait-elle de lui? Presque rien, en fait. Qu'il a une fille de son âge, c'est-à-dire de 17 ans,
qu'il a besoin de son pardon, qu'elle n'a pas changé à ses yeux. C'est presque trop beau pour être vrai, ou plutôt très mauvais, parce que par la brèche qui vient de s'ouvrir, c'est toute sa vie qui se déverse telle des eaux usées. Elle ne veut plus rentrer chez elle. La seule chose qui lui importe, c'est de le revoir, lui. 3 décennies ne se sont pas écoulées, elle va rester là, dans cette pièce. Alors elle lui envoie un message pour lui dire qu'elle n'a pas bougé de la minuscule salle d'attente connue des seuls initiés. Il aura suffi d'1 seconde pour qu'Ethan se coule de nouveau dans son vide intérieur que personne n'arrivait à combler. Ni Mickey, ni ses enfants, ni son travail. Un vide qui était resté béant, blessé, berné. Plus personne ne traîne dans le service à part elle. Elle claque des dents. Son corps a transformé le froid emmagasiné en violents frissons qui tantôt la glacent, tantôt la brûlent. Elle titube jusqu'à sa voiture, met le contact, allume le chauffage et reste là, les yeux fixés sur les fenêtres obscures. Une chaleur noire l'enveloppe, la chaleur d'une nuit d'été qui n'a pas de matin. De son sac, elle tire son portable, qu'elle a mis sur silencieux depuis des heures. Tous ces appels auxquels elle n'a pas répondu, messages vocaux, SMS, des dizaines de mails, son adjointe a tenté de la joindre presque toutes les heures. Rachel de la mairie, Arié du ministère n'ont pas arrêté de téléphoner, plus des professeurs, des mères, des pères, l'inspectrice, Daphna, Mickey, laconique avec son « Tu es où ?» et Homer qui voudrait qu'elle l'emmène chez Yotta mais vienne le chercher ensuite. Mickey qui redemande « Tu es où ? Tout va bien ?» puis qui se contente de lui envoyer un point d'interrogation. Mais elle ne satisfait personne. Si elle commence, elle n'en finira pas. Ce n'est pas satisfaire qu'elle veut, mais être satisfaite. Alors elle prend la carte de visite qu'il lui a donnée quelques heures auparavant, recopie les chiffres dans ses contacts, mais au lieu de le noter sous un prénom ou sous son nom de famille, elle écrit « douleur ». Elle se souvient de l'immeuble gris de Tel Aviv, même s'ils n'y sont venus, Mickey et elle, qu'une seule fois, afin de se faire une opinion. À la suite de quoi, ils avaient donné leur aval pour que Alma s'installe dans ce petit 2 pièces avec couloir, kitchenette et colocataire, une fille qui y habitait depuis 2 ans. À l'époque, elle s'était focalisée uniquement sur le fait que son aîné quittait la maison et prenait un appartement à elle. Elle ne s'était pas vraiment intéressée à l'appartement en lui-même. De toute façon, elle n'y connaissait rien. Mickey, lui, avait trouvé que c'était plutôt une bonne affaire. Ils étaient convenus que dès qu'Alma aurait trouvé du travail, ils réduiraient de moitié leur participation au loyer, et ce, jusqu'à ce qu'elle entre à l'université, où là, bien sûr, ils la soutiendraient davantage, cet arrangement ayant pour but de la pousser à entreprendre des études. Ridicules parents qu'ils étaient. Nous avons sacrément manqué d'imagination, songe-t-elle. Tous les êtres humains sont par nature dénués d'imagination. La preuve, ils sont toujours pris de court par les catastrophes, et pas seulement par les catastrophes. Leur fille les avait agréablement surpris en trouvant du travail au bout d'1 semaine à peine. Ils avaient escompté qu'en cours d'année, elle s'inscrirait à la fac, mais voilà comment elle leur montre ce que c'est que le travail, ce que sont les études. Elle donne un sens nouveau à leur concept bourgeois. Le travail est une activité non rémunérée et les études se font auprès d'un charlatan fou qui prescrit des missions perverses. En tournant la clé dans la serrure, elle regarde les noms négligemment inscrits sur la porte. Noah Warszawski, Alma et Lan. Et d'un coup, c'est la révélation. Noah, bien sûr,
Dès le lendemain de la signature du bail, leur fille avait raconté survoltée que sa colocataire lui avait trouvé une place dans le bar où elle-même travaillait comme serveuse depuis 2 ans, un endroit dont elle était très satisfaite. Qu'est-ce qu'ils avaient été fiers! En une semaine, la demoiselle débarquée de Jérusalem s'était débrouillée pour trouver à la fois un appartement et du travail. Voilà comment on l'avait piégée. Tout était clair maintenant. Si elle n'avait pas pris cet appartement, elle ne serait pas tombée dans les griffes de cet homme. Dire qu'ils étaient venus ici avec elle, qu'ils avaient regardé les chambres, vérifié le contrat, versé la caution. Mais si seulement il s'y était opposé, Alma aurait à présent une autre vie. Parce que c'est entre ces murs que guettait sa colocataire, Noah, la charmante petite serveuse. Sans doute était-ce une de ses missions, faire du rabattage, ramener une nouvelle recrue à l'ego pétrifié, et qui maintenant s'échinait à creuser dedans pour en extraire quelque chose de beau. Elle se souvient d'avoir demandé à Mickey s'il ne trouvait pas l'endroit un peu spartiate. Mais il y avait vu un élément positif de plus. C'est ma fille, elle se contente de peu. Et puis, ça me rappelle notre premier appartement. Elle, au contraire, avait trouvé la rue trop bruyante, l'appartement trop négligé, l'étage trop bas, du genre à attirer les voleurs, les voyeurs, les bestioles. D'ailleurs, elle n'aimait pas du tout se remémorer leur premier appartement. Mais père et fille étaient tellement convaincus, songe-t-elle en entrant dans ce lieu qui s'est révélé n'être finalement qu'un traquenard pour âme crédule. Depuis sa précédente visite, le désordre semble avoir proliféré. La saleté s'est incrustée. Il y a des vêtements éparpillés sur le sol, parmi les moutons de poussière, de la vaisselle sale sur le lit, l'évier est dégoûtant, la cuvette des toilettes, pire encore. Elle avance à pas prudents dans cet endroit maudit qui s'est emparé d'une gamine, à peine sortie de l'armée, tout juste partie de chez elle. Pourtant, elle doit reconnaître que les filles, à peine sorties de l'armée et de chez elles, ne se laissent pas toutes posséder de la sorte. Qu'est-ce qui, en Alma, a permis cette suggestion? Elle se secoue. Elle y pensera un autre jour. Pour l'heure, la question est comment la sortir de là? Mais plus urgent encore, comment s'endormira-t-elle sur ce lit dans cette chambre? Alma ne s'est pas trompée, rien ne lui convient ici. Elle ramasse la vaisselle sale, enlève les draps répugnants, en cherche des propres dans l'armoire, comme elle n'en trouve pas, elle transforme un t-shirt à peu près correct en tête d'oreiller, une serviette en drap. Quant à une couverture, elle peut y renoncer tant il fait chaud. Demain, elle lui en achèterait des neufs, enverrait cela à nettoyer, achèterait aussi du détergent, des serviettes, de la vaisselle, de la nourriture. Elle frotterait la cuvette des toilettes et des sols. Fête d'adieu à retardement dans l'appartement de sa fille. Et avant de s'endormir tout habillée sur ce drap improvisé, elle envoie un message à sa secrétaire et lui demande d'annuler ses réunions prévues pour le lendemain. Elle envoie un message à Mickey et lui dit de ne pas l'attendre cette nuit. En revanche, elle hésite à appuyer sur la lettre D pour lui dire de l'attendre et lui assurer qu'elle ne renonce pas à lui. Elle a l'impression que la douleur monte des touches dans ses doigts crispés. Non, elle n'a pas le droit de lui écrire maintenant, de peur d'être affaiblie dans son combat pour sa fille. Elle n'a même pas le droit de penser à lui. Car soudain, en un instant d'effroyable lucidité, elle comprend. Ce n'est que si elle renonce qu'elle pourra demander à sa fille de renoncer. Merci. Merci. Merci d'être venu.
Oui, parce que là, on a fait un saut énorme pendant lequel il se passe plein de choses pour elle, pour sa fille.